Bonjour à tous. Alors, nous allons faire aujourd'hui les artériopathies oblitérantes du membre inférieur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'abord, d'une manière générale, sur la pathologie artérielle. Il faut savoir que la pathologie artérielle comprend trois entités. Premièrement, lorsqu'on a donc un problème au niveau de l'aorte ou ce qu'on appelle la maladie artérielle aortique, et puis, lorsque c'est les artères qui sont touchées, donc on parle de maladie artérielle coronaire. Et puis, la dernière, ou celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lorsqu'on a une pathologie au niveau des artères du membre inférieur, ou ce qu'on appelle les artériopathies périphériques. Alors, on commence d'abord par la maladie artérielle aortique. La maladie artérielle aortique est définie par une dilatation focale et permanente de l'artère avec perte de parallélisme des parois et ce qu'on appelle communément les anévrismes. Il faut savoir que l'étiologie principale des anévrismes est l'athérosclérose. Et lorsqu'on parle d'athérosclérose, donc obligatoirement, on doit rechercher les pathologies cardiovasculaires d'athérosclérose et retenir dans ce cas précis donc, de pathologie de l'aorte que le tabagisme est le facteur de risque cardiovasculaire le plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, les localisations les plus fréquentes d'anévrisme de l'aorte concernent surtout l'aorte abdominale. Avec ces trois entités-là, donc l'artère surrénale, les artères poplitées et les artères iliaques. Ces anévrismes prennent deux types de formes. La première, c'est là que vous voyez donc ici, ce qu'on appelle les anévrismes fusiformes. Et la deuxième forme, donc, c'est cette image-là que vous voyez donc à côté, ce qu'on appelle les anévrismes sacciformes. Il faut savoir que ce type d'anévrisme est exposé donc à une rupture. Donc, le risque là, c'est la rupture de cet anévrisme dont on peut avoir donc une complication assez grave. L'autre chose aussi à savoir, c'est que l'athérosclérose ou bien l'anévrisme de l'aorte abdominale peut toucher, donc, ou bien peut toucher l'aorte ascendante. Alors, comment on fait le diagnostic d'anévrisme de l'aorte abdominale? Eh bien, souvent, donc, le diagnostic se fait d'une manière fortuite. Lorsqu'on fait une échographie abdominale ou un scanner abdominal pour un patient pour autre chose, pour un autre symptôme, pour une autre pathologie, donc on tombe assez souvent, c'est donc un anévrisme de l'aorte abdominale. Et plus rarement, on peut faire un diagnostic suite à une complication. Donc, ça peut être un embole qui est parti, qui s'est détaché de cet anévrisme, qui est parti boucher donc une artère périphérique, ce qu'on appelle les embolies distales. Parfois, l'anévrisme est tellement important, donc il peut comprimer les organes du voisinage, donc on peut avoir, donc ça peut être un signe d'appel. Et malheureusement, et heureusement que c'est rare, parfois c'est carrément donc un syndrome de rupture et c'est pas évident de récupérer le patient dans ce cas précis. Alors, quand est-ce qu'il faut proposer donc une solution à ces patients? Premièrement, c'est lorsqu'on a un anévrisme important, au-delà de 5 cm de diamètre. Deuxièmement, lorsqu'on a une progression ou une évolution rapide de l'anévrisme qui dépasse les 0,5 cm par an. Et troisièmement, c'est lorsque donc on a une forme sacciforme, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on sait que le risque de rupture est très important, donc il faut les prendre en charge rapidement, c'est ce type d'anévrisme. Et puis, quatrièmement, c'est lorsque l'anévrisme est symptomatique, et le maître symptôme là, c'est la douleur abdominale. Dernière indication donc, pour faire un geste, c'est lorsqu'on est devant un anévrisme associé à une artériopathie oblitérante du membre inférieur invalidante. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ces patients? Donc, deux types de traitements. Soit on les traite par voie endovasculaire, donc par voie fémorale, sans apport chirurgical. Donc, on mettra une prothèse renforcée d'un stent. Donc, on va exclure l'anévrisme donc par ce type de prothèse. Donc, ça se fait par voie fémorale ou bien carrément l'option chirurgicale, donc on ouvre et on enlève l'anévrisme ou la partie pathologique de la hanche et le chirurgien va placer donc une prothèse qui va donc coudre de part et d'autre de cette aorte. Alors, deuxième entité, c'est la maladie artérielle coronaire qui regroupe l'insuffisance coronaire stable ou longueur stable et syndrome coronaire aigu. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que vous avez fait déjà donc l'insuffisance coronaire stable et vous ferez donc dans les prochains jours les syndromes coronaires aigus. Alors,
Donc, la troisième entité, celle qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui, c'est les artériopathies périphériques. Il faut savoir que le tableau clinique des artériopathies périphériques diffère ou bien dépend de la localisation. Donc, on peut avoir un accident vasculaire cérébral constitué ou bien un accident ischémique transitoire lorsque l'artériopathie concerne les carotides. Et on peut avoir aussi donc une douleur à l'effort au niveau du doigt, ou carrément un tableau d'ischémie aiguë lorsque l'artériopathie touche le membre supérieur. On peut avoir aussi donc une insuffisance rénale, une hypertension artérielle, ou les deux associés, donc en cas d'atteinte des artères rénales. On peut avoir une ischémie mésentérique chronique ou une ischémie mésentérique aiguë lorsque les artères mésentériques sont touchées. Comme on peut avoir aussi donc, une artériopathie oblitérante du membre inférieur lorsque la localisation de l'artériopathie se trouve au niveau des membres inférieurs. Alors, je vais vous faire ce cours-là, donc sous forme de cas cliniques que je vais commenter au fur et à mesure. Je me suis dit peut-être c'est mieux que de faire un cours magistral à 100%. Et je me suis dit peut-être le message passera mieux comme ça, donc à travers cette visioconférence. Donc, vous me répondez après, c'est ça, bien évidemment, à travers vos questions, est-ce que c'est une formule qui vous arrange ou bien vous préférez donc la formule de donner un cours magistral. De toute façon, il n'y a pas de souci, je vous envoie aussi donc un polycope où c'est bien détaillé, donc l'artériopathie oblitérante du membre inférieur ainsi que l'ischémie aiguë du membre inférieur. Alors, on revient à notre cas. Donc, c'est un patient âgé de 61 ans et qui consulte à notre niveau, à votre niveau plutôt, pour de l'orthoracique. Donc, je vous dis que j'ai mal, docteur, au niveau de la poitrine, dès que je fais un effort. Et cet effort-là, donc, il réapparaît à chaque fois. Je fais le même effort, c'est-à-dire pas longtemps, c'est-à-dire quelques minutes. Donc, ma question est facile. Donc, quel est votre diagnostic? Quel diagnostic vous allez évoquer? Je crois que c'est une question facile, donc tout le monde va répondre qu'il s'agit d'un engorge d'effort ou d'une angine de poitrine. Donc effectivement, il s'agit bel et bien d'un symptôme en faveur d'un engorge d'effort. Donc par la suite, certainement, vous allez chercher les facteurs de risque cardiovasculaire, sachant que l'angine de poitrine, l'étiologie principale de l'angine de poitrine est l'athérosclérose. Donc, vous allez rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire à l'athérosclérose. Vous allez poser la question à votre patient, est-ce qu'il fume ou pas? Est-ce qu'il est hypertendu ou est-ce qu'il est diabétique ou pas? Et vous allez rechercher aussi une dyslipidémie. Et puis, vous allez faire aussi donc, la sémiologie cardiovasculaire. Donc, vous devrez rechercher les antécédents cardiovasculaires de ce patient, le terrain. Donc, vous allez chercher donc est-ce que le patient n'a pas fait d'accident vasculaire cérébral auparavant, est-ce qu'il n'a pas fait d'infarctus du myocarde ou d'ischémie digestive aussi. Alors, les facteurs de risque, vous les connaissez, les facteurs de risque modifiables et d'autres non modifiables. Là aussi, donc, il faut retenir que le tabagisme est le facteur de risque cardiovasculaire le plus important en cas d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Alors, vous devriez faire aussi un examen cardiovasculaire complet et vous allez axer votre examen, vous allez faire aussi un examen vasculaire détaillé. Vous allez prendre la tension au niveau des deux bras, vous allez rechercher de manière systématique les pouls et vous allez ausculter les trajets vasculaires à la recherche d'un souffle et vous devrez examiner aussi la peau et les fanères du membre inférieur de votre patient. Donc, l'examen cardiovasculaire de notre patient, de notre cas clinique, alors apparemment, donc, il n'a pas d'antécédent ce patient, et puis voilà l'examen, il a une tension correcte, à 130-80, il n'a pas de souffle sur les trajets vasculaires, l'examen de la peau et du fanère est normal. Alors, la seule anomalie qu'on a trouvée, c'est qu'on n'a pas pu palper le pouls fémoral droit. Donc, on est en présence d'un patient avec un examen normal, sauf l'absence du pouls fémoral droit. Donc, ma deuxième question, quel est votre diagnostic maintenant? Donc, certainement, on va retenir l'engorge d'effort et vous allez rajouter un autre diagnostic à cet engorge d'effort. Il s'agit d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur associée à cet engorge. Alors, dans ce cas précis, l'artériopathie oblitérante du membre inférieur est définie par l'absence de ce pouls fémoral. Donc, il s'agit d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique puisque le patient
ne se plaint de rien. Donc, finalement, on a retenu le diagnostic d'ongle d'effort avec associé à une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique chez notre patient. Donc là aussi, l'athérosclérose est le facteur de risque cardiovasculaire ou bien l'étiologie principale de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. On va pas donc se répéter, les facteurs de risque cardiovasculaire sont les mêmes donc, que celles de la coronaropathie. Alors, d'autres étiologies peuvent donc être responsables d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Il faut y penser lorsqu'on est devant un jeune patient sans facteur de risque cardiovasculaire. Il faut penser donc à ce type de pathologie, donc la thrombongite de Berger. Il faut penser aussi parfois donc, à certaines artériopathies inflammatoires qui peuvent donner de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, notamment chez la femme sans facteur de risque cardiovasculaire, comme la maladie de Takahashi ou la maladie de Horton. Donc, alors, on a diagnostiqué une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique chez ce patient. Alors, pourquoi les patients ils sont asymptomatiques malgré qu'ils ont un problème donc, un réel au niveau des artères du membre inférieur? Voilà donc quelques explications. Donc, les raisons du caractère asymptomatique, parfois, c'est parce que ces patients-là réduisent leur activité journalière, donc ils ne marchent pas beaucoup. Comme c'est le cas chez notre patient, parce qu'il a bien un angor, donc du coup, il est gêné par rapport donc, à cet angor, qui ne marche pas beaucoup, et du coup, il ressent rien au niveau du membre inférieur, donc ça peut être une explication. Deuxième explication, aussi que l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, c'est l'apanage du sujet âgé, donc elle est assez fréquente chez le sujet âgé, et on sait que chez le sujet âgé, il y a beaucoup de troubles neurologiques donc chez le sujet âgé, notamment le patient diabétique. L'autre explication aussi, parfois, en présence de lésions, on a des lésions sténosantes, mais elles ne sont pas importantes, ou bien il y a des lésions importantes et qui sont bien suppliées donc, par une circulation collatérale. Et je vais vous expliquer ça. Donc, vous allez voir, alors, donc, vous allez voir, donc, on va sur cette image d'artériographie. Vous voyez donc là l'aorte surrénale qui se bifurque en deux artères, l'artère iliaque gauche et l'artère iliaque droite. Et ce que vous constatez, qu'il y a une interruption donc, de l'artère iliaque droite à ce niveau-là. Donc, il n'y a plus de passage du sang donc, de la partie proximale à la partie distale. Ce n'est pas pour cette raison que le membre ne sera pas irrigué, puisque vous voyez là, donc, il y a des voies de réinjection secondaire qui permettent donc l'irrigation quand même du membre. Alors, c'est comme, par exemple, si vous voulez aller d'un point à un autre, par exemple, si vous voulez assister au cours, à mon cours à la fac centrale, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire donc maintenant, à cause du confinement. Donc, vous allez prendre certainement le chemin le plus rapide, donc vous allez prendre l'axe principal qui est l'autoroute, mais si elle est bouchée, vous allez prendre des voies secondaires, des raccourcis, donc vous allez arriver quand même donc, à la fac, mais vous allez mettre plus de temps. C'est la même chose parce qu'on a donc l'axe artériel principal est bouché, c'est pas pour cette raison que le membre ne sera pas aidé. Il y aura toujours donc des voies secondaires qui permettent donc l'irrigation de ce membre, souvent d'une manière insuffisante, mais ils vont quand même donc irriguer ce membre-là, ce qu'on appelle la circulation collatérale ou bien la circulation de suppléance. Alors, il faut savoir que l'artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique est le tableau clinique le plus fréquent. C'est presque un patient sur deux avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur est asymptomatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le pronostic ou bien la morbimortalité est identique aux patients avec une naomie symptomatique. Donc, ils ont le même pronostic, symptomatique ou asymptomatique. Alors, donc, pour cela, on devrait dépister les patients donc asymptomatiques, on devrait faire un dépistage systématique. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on va dépister tout le monde? Donc, le patient qu'on va, donc on doit le dépister. Non, il y a des règles, donc on ne va pas dépister tout le monde. Premièrement, on va dépister les patients avec une anomalie à l'examen clinique, comme c'est le cas chez notre patient, donc un patient sans pouls, ou bien un patient avec un souffle artériel, ou bien un patient avec une masse pulsative au niveau de l'abdomen, donc en rapport avec un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc voilà les patients qu'il faut dépister, donc les patients avec anomalie à l'examen clinique, il faut les dépister. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il n'y a pas d'anomalie à l'examen clinique, là aussi, il y a des règles, donc on ne va pas dépister donc, tout le monde, on va dépister que donc, les patients
on va dépister que les patients, excusez-moi. Donc, on va dépister le patient âgé de plus de 70 ans avec un autre facteur de risque cardiovasculaire, le patient diabétique ou tabagique âgé de plus de 50 ans, et le patient avec un risque cardiovasculaire intermédiaire ou élevé. Ça veut dire quoi, un risque cardiovasculaire élevé ou intermédiaire? Pour vous simplifier un peu les choses, c'est les patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire auparavant. Il y a un patient qui a fait un infarctus du myocarde ou qui a fait un AVC ou autre chose. Alors, comment on va faire le dépistage? Donc, on fera un examen qui est indolore, un examen simple, ce qu'on appelle l'index de pression systolique. Alors, il consiste à quoi cet examen?